Bonjour, alors mon nom est Marie-Josée Potvin, je suis ingénieure à l'Agence spatiale canadienne. Aujourd'hui, ensemble, on va explorer le métier d'ingénieur et particulièrement le métier d'ingénieur dans le domaine spatial. Alors, comment on devient ingénieur? Je pense que c'est une des premières des choses. Pour devenir ingénieur, on doit d'abord aller au cégep, faire soit une science pure, sciences santé, ou une technique en génie quelconque. Donc, il y a des techniques de génie mécanique, techniques de génie électrique, techniques de fabrication et ainsi de suite. Donc, il y a un certain nombre d'universités qui vont vous permettre de devenir ingénieur si vous avez fait une technique. C'est plus limité, mais il y en a. L'ETS, entre autres, est la principale université qui accueille les étudiants qui ont fait une technique. Pour les autres qui ont fait un sciences pures, sciences santé, il y a plusieurs universités qui vous accueillent. Alors, moi, je suis allée à l'École polytechnique de Montréal et j'ai fait génie physique. Donc, encore là, il y a plusieurs branches du génie, génie mécanique, génie électrique, génie civil, génie aérospatial, génie aéronautique. Donc, chaque université a sa propre mouture. Moi, j'ai fait génie physique qui était très mathématique. Donc, on apprend comment fonctionnent les lasers, comment fonctionne la microélectronique, comment fonctionne le nucléaire, tout ce qu'on peut faire comme produire de l'énergie nucléaire. Et on a une formation mathématique très, très poussée, ce qui nous permet de nous promener d'une branche du génie à l'autre. Puis je dirais que c'est assez typique de toutes les branches du génie, qu'on peut commencer dans un type de génie, génie mécanique par exemple, et puis passer vers un autre type de génie pour les études supérieures. Donc, le bac en génie nous apprend à être ingénieur. Donc, un ingénieur, c'est quelqu'un qui construit des choses, qui les conçoit, qui les teste et qui parfois les aide à les fabriquer, peut aller voir les processus de fabrication. Ce n'est pas la personne qui est dans le laboratoire, puis qui va visser, puis mettre les choses ensemble. Ça, c'est le technicien qui le fait. L'ingénieur va le faire quand il fait des essais. Il essaie de trouver des nouvelles choses à faire, puis il dit, je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas comment je vais dire aux gens qui font l'assemblage de l'assemblée. Donc, je vais descendre moi-même dans l'atelier et je vais essayer de faire les choses. Mais la plupart du temps, l'ingénieur, il va concevoir. Donc, il va faire des plans par ordinateur, il va faire des calculs par ordinateur. Il peut essayer, comme je disais, d'aller au laboratoire, d'assembler des choses. Il peut faire des tests lui-même pour voir comment ça fonctionne. Mais le gros de la fabrication d'un objet est fait quand même par les techniciens. Donc, un ingénieur apprend à construire et selon son type de cours, ingénieur mécanique, ingénieur électrique, il apprend à construire différentes choses. Donc, en génie physique, on apprend à construire des lasers, construire des pièces de microélectronique. Le bac, on apprend à être la base du métier d'ingénieur. Après, si on veut continuer nos études, et ce n'est pas obligatoire, ce n'est pas tout le monde qui le fait, on peut faire une maîtrise. Et la maîtrise, c'est apprendre à faire un projet sans avoir d'instruction, sans que quelqu'un nous dise, voici une étape A, voici étape B, voici étape D, si tu ne sais pas quoi faire, va voir un tel, ça fait longtemps qu'il le fait, il va pouvoir t'aider. La maîtrise, c'est un projet où le superviseur a une bonne idée que c'est possible, a une bonne idée comment faire, mais il n'y a pas d'instruction précise. Et donc, pendant 6 mois, on étudie, on prend des cours pour se préparer, puis sur une période d'environ 6 mois, on mène ce projet-là seul. Donc, moi, j'ai fait ma maîtrise à l'Université Queen's, à Kingston, en Ontario, en génie mécanique. Donc, je suis passée de génie physique à génie mécanique parce que j'aimais beaucoup les matériaux et je voulais faire quelque chose qui était plus proche des matériaux. Puis ensuite, j'ai eu envie de continuer et j'ai fait un doctorat, toujours à l'Université McGill, pas toujours, mais à l'Université McGill en génie mécanique. Et le doctorat, ça, c'est plus long, c'est 3, 4, 5 ans parfois. Et c'est une période où on apprend à mener un projet tout seul. Donc, on trouve un projet que personne n'a jamais eu la solution et on va y travailler pendant plusieurs années pour arriver à trouver la solution. Et ça, c'est vraiment la formation idéale pour apprendre à gérer des équipes, apprendre à gérer des nouveaux projets, apprendre à aller là où personne n'est allé. Donc, c'est ce que j'ai fait et vers la fin de mon doctorat, on m'a offert un emploi à l'Agence spatiale canadienne. Donc, un ingénieur dans le domaine spatial, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça travaille beaucoup au niveau de la robotique. Donc, le bras canadien, c'est une invention canadienne, une construction canadienne. Alors, derrière moi, vous avez l'agence spatiale qui orbite autour de la Terre. Et si je me pousse un petit peu, ici, vous allez voir, il y a un petit bras qui dépasse. C'est le bras canadien. Donc, c'est un robot. Il a l'air petit, mais en fait, il fait 17 mètres de long. Donc, il est très, très grand. Et c'est simplement que la station spatiale est très grande. Elle fait environ 5 patinoires de hockey mises une à côté de l'autre.
Donc, le bras canadien, c'est une propriété du Canada. Le Canada l'a construit, l'a conçu, l'a construit, va faire les réparations et va faire l'entraînement des astronautes. Et moi, c'est la chose pour laquelle j'ai été entraînée. Donc, d'abord, je vais vous montrer le bras canadien. Donc, on l'a vu en petit. Là, vous allez voir en gros. Alors, c'est un robot qui permet d'aller, on voit l'extrémité ici. Donc, c'est un robot qui permet d'aller attraper des choses qui ont une tige. Alors, on voit une de ces tiges-là à ma droite. Et elle a l'air mince, mais en fait, elle est à peu près grande comme ça, puis elle est assez solide. Et le bras canadien est fait pour attraper ce genre de tige-là et attraper des objets qui ont été équipés de la tige et venir les placer sur la station spatiale. Donc, mon travail consistait à apprendre aux astronautes à utiliser le bras canadien. Alors ici, on voit Julie Payette, qui était à l'époque où elle était astronaute, qui est en train de manœuvrer le bras canadien. Et on voit que d'un côté, elle a une manette qui permet de diriger le bras canadien dans les directions, donc se diriger vers la droite, vers la gauche, en haut, en bas, avancer, reculer. Et de l'autre côté, avec son autre main, vous allez voir une autre manette qui ressemble à une manette d'hélicoptère qui lui permet de faire tourner le bras, donc le tourner sur elle-même, le tourner dans cette direction-là et puis le tourner dans cette direction-là. Donc, c'est comme apprendre à jouer à un jeu vidéo où on a deux manettes qui font deux choses différentes et il faut les manipuler les deux en même temps. Ça prend un petit peu de temps de devenir bon. Je dirais que les gens de votre âge sont bien meilleurs que les gens de mon âge parce qu'ils ont passé plus de temps à jouer aux jeux vidéo. Donc, pourquoi un ingénieur pour apprendre ça? Parce qu'il faut aussi comprendre comment ce robot-là fonctionne, comment il se déplace, pourquoi il y a des endroits où on ne peut pas aller, pourquoi il va se bloquer à certains moments. Et donc, tout ça, on apprend ça sur le tas. Quand on est au travail, on nous montre tous les plans mécaniques, les plans électriques, les plans informatiques du bras canadien. On les apprend, on comprend comment le bras fonctionne et ensuite, on l'enseigne aux astronautes. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant un petit bout de temps. Et puis après, je suis repassée au domaine où on fait plus du développement, du suivi de projet. Et là, j'ai été chef de projet, chef mécanique pour certains satellites. Donc, ici, on en voit une série de 3 qu'on a construit, qu'on a lancé l'année dernière. Et ces 3 satellites-là, moi, j'ai travaillé sur eux il y a très, très longtemps. Donc, le satellite a mis plus de 15 ans à être conçu et moi, j'ai travaillé les 4 à 5 premières années. Donc, les choix cruciaux qui ont été faits, comment il est conçu et tout ça, c'est moi qui ai mis l'approbation là-dessus. Donc, évidemment, c'est des choses qu'on apprend encore là, il ne faut pas s'inquiéter. On nous l'apprend sur le milieu du travail. On a des collègues qui nous épaulent. Mais qu'est-ce qu'un ingénieur mécanique, c'était mon cas ici, fait pour un satellite comme ça? Bien, d'abord, on calcule la boîte qui est ici. C'est la boîte dans laquelle on met tous les appareils électriques. Alors, on s'assure que tous les appareils électriques, électroniques qui sont dans cette boîte vont survivre au lancement. Première chose très importante, un lancement, c'est comme être assis sur une bombe, ça vibre énormément. Alors, vous pouvez imaginer si vous asseyez votre téléphone sur une bombe et puis que vous le vibrez, peut-être qu'il ne fonctionnera pas très bien après. Donc, on s'assure que l'électronique qu'on met à l'intérieur, elle est bien protégée des vibrations, elle est bien attachée, toutes les connexions sont bien faites, il n'y a pas de câbles qui peuvent bouger et venir arracher les connecteurs. Donc, l'ingénieur mécanique regarde vraiment comment les choses sont conçues, s'assure que tout est placé au bon endroit, que tout est solide. Donc, l'aspect vibration, choc est un aspect important. Ensuite, il y a l'aspect thermique. Quand on est à l'altitude où ce satellite-là est, on voit des températures qui vont à peu près de moins 100 degrés Celsius à plus 100 degrés Celsius à tous les 90 minutes environ. Donc, vous pouvez imaginer, plus 100 degrés Celsius, c'est extrêmement chaud. Si vous mettez votre téléphone à plus 100 degrés Celsius, peut-être qu'il ne fonctionnera plus du tout après. Et de la même manière, moins 100 degrés Celsius, c'est également très, très froid. On n'a pas ce genre de température-là sur Terre et il y a peu de chances que votre téléphone fonctionne par la suite. C'est tellement froid, en fait, que les cartes électroniques dans votre téléphone vont se briser. Le plastique va se briser. Donc, on doit vraiment bien penser l'aspect thermique du satellite. Et pour cette raison-là, vous voyez ici, il y a une couverture un peu dorée. On a toutes sortes de façons. On a des couvertures qu'on met sur le satellite, mais on a aussi des façons de concevoir les matériaux pour garder la chaleur ou au contraire, quand il fait plus 100 degrés Celsius, pour faire sortir la chaleur du satellite et éviter que les appareils à l'intérieur soient trop chauds. Donc, l'analyse structurale, l'analyse thermique est très importante. Tout ce qui est mécanisme. Alors ici, on voit ces panneaux-là. Ce sont ce qui sert de yeux à ce satellite. C'est un satellite radar. Donc, il envoie une onde sur le sol qui rebondit
et l'antenne, cette plaque que vous voyez, va recapter le signal et va reconstruire l'image du sol à partir du signal qui est recapté. Mais l'ordinateur, lui, suppose que la plaque, elle est parfaitement plane. Donc, c'est important d'avoir des mécanismes qui vont garder les deux côtés, parce qu'il y a un panneau d'un côté, mais il y a le même de l'autre côté, mais garder les deux côtés parfaitement plats. Et donc, l'ingénieur mécanique va concevoir les mécanismes, on voit ici un mécanisme sur le côté, et va permettre une planéité de l'instrument. Finalement, les ingénieurs mécaniques font aussi les tests. Donc, le satellite, avant de l'envoyer, on va le faire vibrer, on va le mettre dans une espèce de pièce où on peut chauffer et refroidir, regarder qu'est-ce qui se passe. Donc, l'ingénieur mécanique va superviser tous les tests. Ça, c'est une occasion où l'ingénieur est vraiment dans le laboratoire en train de faire les tests. Donc, ça, c'est une grosse partie du travail de l'ingénieur mécanique. Maintenant, on ne travaille pas seulement que sur des satellites quand on travaille dans le domaine spatial. On travaille aussi sur des rovers, donc des petits engins qu'on envoie sur les différentes planètes ou astéroïdes qu'on veut visiter pour récolter des données. Ils peuvent ici, c'était ceux des missions Apollo, donc à la fin des années 60, quand ils ont envoyé des astronautes sur la Lune, mais ça peut être aussi, et c'est souvent le cas, des rovers qui sont télécommandés, donc il n'y a pas d'être humain à bord. Ça, c'est sur la Lune, c'est comme je disais, c'est un des premiers qu'on a envoyé. Alors, quand on envoie un rover pour la première fois sur une planète, sur un astéroïde, on la voit avec le télescope, on peut faire des tests, puis on sait un peu quel genre d'éléments il y a, mais on a peu de données sur la surface. Elle ressemble à quoi la surface? Donc, les ingénieurs de l'époque qui ont planifié les missions Apollo voyaient bien que la Lune était grise, avaient fait des essais, se doutaient qu'il y avait une espèce de poussière, mais ne savaient pas trop ce qui en ressortait. Quand on a atterri sur la Lune, on s'est aperçu que cette poussière-là, elle était électrostatique et très légère. Donc, elle rebondit facilement. Ici, on la voit la projeter derrière les pneus et elle reste en suspension dans l'air parce que c'est un peu comme quand vous sortez votre lessive de la sécheuse, c'est électrostatique, les choses se repoussent. Mais de la même façon, les grains de poussière se repoussent les uns les autres et flottent un peu autour de votre rover. Le problème, c'est que cette poussière-là, ce n'est pas des grains de sable très doux comme on va à la plage. En fait, c'est un peu le problème. Il n'y a pas de vent sur la Lune. Il n'y a pas d'air, donc il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de mer, donc il n'y a pas de marée. Donc, il n'y a rien pour venir tourner les grains les uns contre les autres et en faire des beaux petits grains très doux. C'est en fait des morceaux de verre brisés. Le sol est fait de silice et quand les météorites arrivent sur la Lune, ils vont chauffer le sol qui va se briser en millions de morceaux et ces millions de morceaux-là sont ont plein de pointes très acérées. Sur la Terre, on n'a pas autant de météorites qui frappent le sol parce qu'on a l'atmosphère qui va venir les brûler avant qu'ils arrivent au sol. Il n'y a pas d'air sur la Lune, donc les satellites frappent directement le sol. Et là, on a tous ces petits grains très acérés qui vont s'incruster dans tout. Ils vont s'attacher aux surfaces, puis si on essaie de les frotter, ils vont tout simplement rentrer plus profondément dans notre costume. Ils sont tellement petits qu'ils vont rentrer dans les mécanismes et alors, au bout de 4-5 jours, ils vont tout bousiller. Ce qu'on a vu avec les rovers des missions Apollo, que les ingénieurs avaient espéré garder pour plusieurs missions, les laisser sur la Lune pendant plusieurs mois. Au bout de 5 jours, ils étaient détruits. Ils n'étaient plus fonctionnels, les roues étaient bloquées, les bancs étaient déchirés. Donc ça, les ingénieurs, aujourd'hui, quand on conçoit des rovers, et moi j'en fais avec mon équipe, on doit s'assurer qu'on peut résister à la poussière. Donc, on s'assure qu'on résiste aux températures extrêmes aussi. Je vous ai parlé de plus 100 à moins 100, mais sur la Lune, on a moins 200 degrés Celsius pendant 2 semaines d'affilée, puis après ça, plus 100 degrés Celsius pendant 2 semaines d'affilée aussi. Donc, les contraintes thermiques sont beaucoup plus grandes. Donc, en gros, c'est mon travail, c'est passionnant, c'est fascinant, il y a plein de défis différents. Alors, on me demande souvent à quoi elle ressemble ma journée. Alors, la journée d'un ingénieur, c'est très varié, c'est jamais monotone, c'est jamais pareil. J'ouvre mon ordinateur le matin, je vois les courriels qui sont rentrés, il y a une personne qui a besoin d'aide sur un projet, il y a une personne qui a une question pour moi, il y a une personne qui doit me rencontrer, puis je structure ma journée de cette façon-là. En général, environ la moitié de ma journée passe en réunion avec différents groupes. Alors, ça ressemble à quoi une réunion d'ingénieurs? On est 5-6 personnes, parfois plus, parfois un peu moins, où on travaille sur le même projet. Chacun vient, puis alors celui qui était responsable des calculs va dire « OK, moi j'ai fait tel calcul, j'ai vu tel problème, puis je pense pour avoir telle solution. » Puis celui qui est
qui travaille sur l'aspect thermique va dire « Oh, mais si tu fais ça, moi, ça ne marche pas pour moi. » Puis on discute de cette façon-là. Et à la fin de la réunion, chacun repart avec des choses à faire. « OK, moi, je vais essayer telle solution, puis je reviens la semaine prochaine vous dire ce que j'en pense. Moi, je vais essayer telle chose. » Puis le projet avance de cette façon-là. Donc, si vous pensez que le métier d'ingénieur, c'est un métier tranquille où on est assis à l'ordi, pas vraiment. C'est un métier où il y a beaucoup de réunions d'équipe, beaucoup de travail d'équipe. Puis après ça, comme j'ai une grosse équipe, j'ai une dizaine d'ingénieurs, bien, chacun écrit des rapports, a des recommandations, puis je vais passer une grosse partie de ma journée à lire les rapports, puis émettre des avis, dire « Fais attention à ça, tu penses à telle chose, demande à un tel, peut-être qu'il a une réponse pour toi, et ainsi de suite. » Et évidemment, quand on vieillit aussi, on a des responsabilités qu'on appelle corporatives. Donc, je dois m'occuper de mes jeunes ingénieurs, m'assurer qu'ils sont bien formés, que leurs projets sont intéressants, qu'ils n'ont pas trop de travail, qu'ils n'ont pas de travail non plus. Donc, il y a une partie qui est de gestion de personnel. Alors, le métier d'ingénieur, c'est un métier qui vieillit bien parce qu'il change, il évolue avec le temps. Je dirais que peut-être les 10 premières années, parfois 15 premières années de son métier, on passe beaucoup de temps à faire des calculs. Donc, un calcul d'ingénierie, ça ressemble à quoi? Alors, je vous montre ici une plaque sur laquelle on fait des calculs. C'est-à-dire qu'on la dessine à l'ordinateur et puis on dit à l'ordinateur, le satellite va vibrer de cette façon-là. Qu'est-ce qui va se passer dans mon panneau? Et chaque couleur indique à quel point la pièce est comprimée à certains endroits. Dans d'autres sortes de tests, ça peut être à quel point la pièce est étirée. Ici, c'est un test de compression. Alors, on voit que le centre a un peu bombé, puis on voit que les parties des deux côtés, on voit qu'au centre, là où on appliquait la pression, bien, il y a plus de compression, évidemment. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle faire des calculs par ordinateur. Puis, comme je dis, après, on va dans des réunions, on compare nos résultats, puis on retourne faire d'autres calculs pour s'assurer que tout est parfait. Donc, il y a la partie calcul, et puis après ça, il y a la partie où on va dans le labo, puis là, on donne les instructions aux techniciens, si c'est un truc qu'on fait en série. Si c'est encore des tests, on le fait soi-même, on essaie d'assembler les choses, de voir comment ça marche. Donc ça, c'est l'essentiel des les 10, 15 premières années de carrière. Puis après, comme je dis, on passe plus à un mode où on supervise les équipes, on donne des conseils aux équipes et on s'assure que tout le monde a ce qu'il faut pour bien faire son travail. Donc, c'est un métier passionnant où on fait des choses super intéressantes et c'est un métier qui évolue bien avec le temps, où il y a peu d'ingénieurs qui quittent la carrière parce qu'ils s'ennuient ou parce qu'ils n'ont plus les défis qui s'attendent. En général, l'ingénieur se réinvente et trouve des tâches qui sont plus stimulantes pour lui. Et donc, c'est une carrière qu'on mène jusqu'au bout avec la même passion du premier jour jusqu'au dernier. Alors, je vous remercie et je vous souhaite une très belle carrière.